Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et pour le face-à-face du jour, nous recevons aujourd'hui Raphaël Rossello. Bonjour. Bonjour. Vous êtes banquier d'affaires auprès de PME et auteur de Demain aux éditions Mareuil. Bienvenue. La fin de l'insouciance. Alors je vais vous dire, j'ai pas l'habitude de dire ça tout le temps et même pas souvent. Ça, c'est un livre qu'il faut lire. Auditeur de Sud Radio et tous les autres. C'est un livre, simplement, voilà, un banquier d'affaires. Et vous savez pourquoi nous, on reçoit les gens qui savent ce dont ils parlent. On reçoit des gens qui se heurtent au terrain, quel que soit le terrain, qu'il soit financier, économique, qui savent ce dont ils parlent, qui ne parlent pas seulement le fessier, excusez-moi l'expression, rivé à leur chaise, et comme dans un certain nombre de philosophes ou de médecins de plateau ou de généraux de plateau. Non, il a les mains dans le cambouis, et le cambouis peut être financier, peut être monétaire, peut être économique, mais c'est ça qui est le plus important. Alors Raphaël Rossello, vous n'y allez pas de main morte. Alors franchement, bonjour. Bonjour d'abord. Alors vous dites, et c'est vraiment, moi ça m'a appris beaucoup de choses, vous dites ceci, écoutez, on parle beaucoup de croissance, mais qu'est-ce que ça veut dire que la croissance si elle n'est pas financée? Et aujourd'hui, elle est financée par la dette. Et vous dites pas aujourd'hui, vous donnez un chiffre, 70. C'est à 70, 1970, donc il y a 50 ans, que les choses basculent. Comment? Et qu'est-ce qui s'est passé? On va pas revenir à avant, mais je voudrais que vous expliquiez aujourd'hui, parce qu'on entend toujours, oui, la croissance nous permettra de retrouver, on va effacer la croissance, et va effacer la dette. Enfin, on entend tout cela, le PIB, les proportions par rapport au PIB. En fait, expliquez-nous comment on arrive à se faire balader et enfumer par une rhétorique qui date, vous dites, de 50 ans pratiquement. Absolument. D'abord, merci de m'avoir invité, parce que il faut un certain courage pour inviter. Le courage, c'est le vôtre, hein. C'est pas. Oui, c'est vrai. Mais comme je disais, j'en ai les cicatrices, parce que il faut avoir été, je dirais, une sorte de soldat au service de l'économie réelle pour vivre et raconter ce que je dis. En fait, tout est venu d'une interrogation, c'est que on a banalisé le terme de croissance à crédit. Certains de vos confrères disent oui, bon, on sait, la croissance, elle est à crédit. Bon, mais voilà. On s'en sortira. Et puis on s'en sortira. Ouais. Et en fait, comme ce mot est devenu le mot repère dans le monde de l'investissement, où ne proposez pas un dossier s'il n'a pas de la croissance. Dans la gestion des territoires, ne regardons pas si l'utilisation d'un pont, d'un aqueduc ou d'un lycée ne s'inscrit pas dans la croissance au niveau de l'État, etc. Bien. Or, j'ai constaté, et ça fait exactement 10 ans que j'ai constaté, que personne ne pose la question: que se serait-il passé s'il n'y avait pas le crédit de cette croissance? C'est-à-dire, si on ne finançait pas cette croissance. Voilà. Quoi. Si on ne finançait pas cette croissance, que se passe-t-il? Question con, basique, mais quand même intéressante. Bon. D'autant que bien faire mon métier doit être précédé d'un certain nombre je dirais, d'éléments rigoureux. Et normalement, en comptabilité, il faut soustraire les éléments négatifs qui contribuent à un agrégat. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire, si vous êtes un promoteur immobilier, que vous annoncez au public à qui vous demandez d'investir chez lui, qu'il vend X appartements par an, ceux qui l'achètent pour lui-même, pour faire croire qu'il fait de la croissance, doivent être soustraits de l'activité de ce promoteur. C'est ça, les actifs et les... Oui, d'accord. C'est très simple en réalité. Or, si on soustrait le déficit en pourcentage du PIB de la croissance également en pourcentage du PIB, horreur. On s'aperçoit que des pays comme la France
aurait été, conditionnel, en récession depuis 50 ans. Ah oui, depuis 50 ans. Si on a enlevé les si vous défalquez la contribution à cette croissance que l'on va emprunter, que les Français payent, absolument, eh ben, nous aurions été en récession. Et à ce moment-là, ayant été un universitaire convaincu, je me suis dit, mais où est le bug ? Qu'est-ce qui cloche dans mon raisonnement ? Donc j'en ai parlé à un ami qui vient de vous lire, Jean-Louis Benenbach, qui a été le président de l'Institut de la comptabilité et des finances, qui a été, enfin je veux dire, un monsieur du chiffre, et qui m'a dit, il a mis 3 semaines, et il m'a dit, tu as raison, tu as raison. En bonne logique, quand vous avez un ministre en France ou à l'étranger qui dit « Ah, mais grâce à nous, nous allons retrouver de la croissance », demandez-lui de formuler explicitement à la radio ou à la télévision ou sur un réseau social « Ok, vous voulez 2% de croissance, combien de dettes vous mettez en accroissement en regard de cette croissance ?» S'il n'y a pas de dette, il n'y a pas de croissance. Depuis 50 ans, c'est le cas de la France. Alors ça, c'est vraiment très important. On va revenir là-dessus juste après cette petite pause. À tout de suite. Oui, restez avec nous pour le face-à-face du jour avec notre invité Raphaël Rossello, banquier d'affaires auprès de PME, auteur de Demain aux éditions Mareuil. Et en deuxième partie d'émission, comme toujours, on reçoit vos témoignages et vos réactions au 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et le banquier d'affaires Raphaël Rossello, qui vient d'écrire Demain aux éditions Mareuil, nous parle. Et je vais citer son livre, qui est quelque chose qui m'a fait bondir. Enfin, mieux vaut en rire de peur d'être obligé d'en pleurer. Vous rappelez l'injonction de George Washington, le célèbre George Washington, selon laquelle une génération n'a pas le droit de s'endetter au-delà de ce qu'elle peut rembourser au cours de son existence. Mais c'est la phrase comique la plus extraordinaire depuis 50 ans, alors que nous atteignons les 3 000 milliards de dettes rien qu'en France. On est d'accord ? 3 000 milliards. Et puis vous ajoutez aussi cette chose formidable, il est ainsi établi que l'endettement des pays occidentaux doit croître 2 fois plus vite que la croissance qu'ils veulent obtenir. Mais alors, attendez, c'est un cercle vicieux. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, d'abord, il faut comprendre la logique. C'est que je pense alors, on peut utiliser des mots qui font. Non, qui soyons font mal. simples et concrets. Alors, on va dire par lâcheté ou par paresse. Oui. Voilà. Ou les deux, mon général. Ou les deux. En fait, on a laissé faire. Alors, je vais dire plus précisément sur la France, mais c'est le cas des États-Unis, de la Grande-Bretagne ou d'autres pays. Et en fait, citoyens, élus, hommes d'affaires, etc. On s'est dit, bon, ben voilà, il y a eu le choc pétrolier, mais en mettant un petit peu de dette, on va soutenir la croissance, etc. En faisant un point qui, je pense, est méconnu de vos auditeurs. La démocratie est totalement solidaire et indissociable de la prospérité économique. Il n'y a pas de démocratie sans prospérité. Clair. Bien. Et donc, la prospérité que nous avons connue depuis la révolution industrielle, depuis la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à la fin des 30 Glorieuses, a été autonome, vertueuse, je dirais bio. Elle n'avait pas besoin d'engrais, elle était naturelle. Il y avait un écosystème qui fonctionnait. D'accord. Et chose étonnante, c'est que le mot de croissance n'existait pas. Ah oui. Non. Ça a commencé quand le mot ? Dans les années 60-70. D'accord. Autrement dit, on a sacralisé un mot au moment où il a commencé son déclin. Et on nous a vendu, j'ai vendu, en tant que contributeur de la machine économique, j'ai vendu le fait que « Ah, mais bon monsieur, si vous n'avez pas de la croissance, vous ne pouvez pas m'intéresser. » Bien. Pour cacher la réalité macroéconomique que j'ai donnée avant la pause de la pub, c'est-à-dire sans l'endettement croissant, nous aurions été en récession. Pour cacher
cette monstruosité. Enfin, je pèsez vos pense, mots, là. hein, c'est une monstruosité. Enfin, mais même au sein de mon écosystème, quand je l'évoque, les gens disent mais c'est absurde ce que tu dis. Je dis non, c'est les faits comptables. Bien. On a à ce moment-là réparti l'endettement entre la dette publique, la dette privée et la dette financière, de manière à créer de façon successive des bulles sur la valeur des actifs immobiliers et immobiliers qui ont donné l'illusion que nous étions toujours dans ce processus de croissance. De prospérité, etc. Et de prospérité. D'accord ? Mais... Quand vous dites on a créé ces bulles, on les a créées. Ah, de toutes pièces. De toutes pièces. De toutes pièces. Mais par exemple, donnez-moi l'exemple justement d'une bulle. Alors, la bulle dont j'ai été un acteur, ça a été la bulle des valeurs Internet. Une bulle, c'est quand les valorisations des actifs sont totalement décorrélées de l'activité réelle. Un exemple. Oui, allez-y. Alcatel. Alcatel, dans les années 90 à 2000, était leader mondial des télécoms. Près de 100 000 employés, des dizaines de milliers de brevets. Enfin, vraiment, tous les feux étaient allumés. Et cette société qui valait, je vous donne de mémoire, un cours qui était à 50 € à l'époque, l'action. 50 € l'action, oui. L'action est montée progressivement jusqu'à 80, 90, voire 100. Nous avions dans la firme dans laquelle j'étais à l'époque 2 frères centraliens qui avaient chacun hérité de 20 000 actions Alcatel. Tout rond, chiffre rond. D'accord. Le jour où il l'encaisse et qu'il voit qu'il avait 1 million d'euros en vendant, il vend. Son frère dit « Ah non, mais tu es complètement idiot. Ça va continuer de monter. » Parce qu'on était dans le début de la bulle financière des dot-com, des fameuses dot-com. Ce garçon a attendu et avait dit, moi je ne m'occupe pas de la gestion de patrimoine, mais avait dit à mon associé, écoute, à la minute où il franchit 100 €, tu vends mon bloc. Ça me fera 2 millions et je pourrai comme ça démontrer à mon frère que c'est moi qui avais raison. Que c'est moi qui avais raison. Il n'a pas vendu, le titre a décroché de 99%. Il s'est retrouvé avec 20 000 €. D'accord ? Au lieu du 1 million qu'il aurait eu. Au lieu du 1 million et au lieu du 1 million 3, etc. Cette bulle correspond au fait que nous créons, parce que c'est dans la nature humaine, quelque part. Oui, je vais m'enrichir. Je vais m'enrichir. Je vais investir, je vais m'enrichir. Voilà. Mais la bourse, c'est tout ça. Ouais. Voilà. Mais la bourse, normalement, ce n'est pas ça. La bourse, c'est un moyen de rendre liquide des participations pour aider justement les entreprises à aller se financer en fonds propres. Bon. Donc, c'est une perversité occasionnelle de la bourse. Or, en fait, ce que vos auditeurs et beaucoup de mes camarades doivent comprendre, en matière d'économie et de finance, il n'y a pas de création spontanée. La parthénogénèse permettant à des gamètes femelles de s'auto-féconder, ça existe dans le monde des insectes, ça n'existe pas dans le monde de l'argent. Donc, quand on... Pas de PMA, GPA. C'est autre chose. C'est autre chose. Non, mais, dans le monde de la finance. Mais non, ce que je veux dire par là, la bulle devient décorrélée de la valeur réelle de vos actifs. On crée à ce moment-là toute une industrie dont je fais partie, qui est ce qu'on appelle l'industrie de la valeur. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Le premier cercle qui est autour du réacteur nucléaire, c'est les banquiers d'affaires, c'est les investisseurs, c'est les avocats d'affaires, c'est les comptables, c'est les stratèges, c'est les communicants financiers. Et tous ces gens-là, bien entendu, bénéficient de l'effet bulle. Et quand ils sont malins, ils convertissent au fur et à mesure que la bulle se constitue en maisons, en vignobles, en terres, etc., etc. Et en ce moment, la dégringolade qui commence, qui ne fait que commencer, est simplement un réajustement. Les gens disent, mais ils viennent d'où ces milliards qui s'envolent ? Et ma réponse, ils n'ont jamais existé.
Oui, c'est-à-dire que c'était ils ont c'était été- du virtuel qui fonctionnait. quoi. Absolument. Ouais. Et d'ailleurs, le fisc américain le dit, ce qui est du unrealized profits, du profit non encaissé, Non encaissé, c'est n'est ça. pas taxable. On va en parler. Vous voyez là, vous avez un profit qui est encaissé. Au moins, vous avez de l'information, de la réelle information. On en parle tout de suite après cette petite pause. Et oui, le face-à-face continue. On parle économie, vous l'avez compris. On parle également finance. On attend vos questions au 0826 300 300. Et on continue encore avec notre invité Raphaël Rossello, banquier d'affaires auprès de PME et auteur de Demain aux éditions Mareuil. Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et qu'est-ce qu'il nous dit le camarade banquier d'affaires Raphaël Rossello dans La fin de l'insouciance? Il nous dit que les comptes sont faux. On a parlé de croissance, mais on n'a pas parlé de récession. On aurait été en récession depuis 50 ans, écoutez-moi bien. La croissance est sous perfusion depuis 1970. On parle des endettements, on sait à quel point on est endetté, pas seulement la France, mais vous avez regardé aux USA, c'est pas mal non plus. C'est monstrueux. assez extraordinaire. C'est monstrueux. Tout à fait monstrueux. Et alors justement, quelle est la réaction de tout cela? On a parlé des bulles, on a parlé de tout cela. Réaction, vous parlez dans votre livre, et ça m'intéresse, cette espèce de déclassement absolument incroyable. Et vous avez une phrase que j'ai trouvée très forte et dont personne ne parle. Et vous rappelez, vous savez ce que c'est votre livre? C'est Le réel frappe à la porte. C'est vraiment Le réel frappe à la porte. Et vous dites ceci, je vais retrouver très très vite la page, et vous dites... Une sincère remise en cause, Raphaël Rossello, c'est d'admettre que l'accession d'1 milliard d'individus au statut de classe moyenne a comme contrepartie d'individus, donc dans le monde émergent, a comme contrepartie la précarisation d'un demi-milliard d'Occidentaux ayant perdu ce statut. 500 millions d'Occidentaux dans le halo du chômage. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, en fait, ce qui a été la force, n'oublions pas, Oui. je suis un démocrate, j'aime la démocratie. Bien. Donc, ce qui me soucie le plus, bien entendu, c'est la crise qui arrive, mais c'est en quoi cette crise va-t-elle donner du levier, du pouvoir aux gens qui, quelque part, n'aiment pas la démocratie ou aimeraient qu'elle soit à leur botte. Bien. C'est vrai. Mais en attendant, comment on se sauve nous-mêmes? C'est ça le problème. Alors, comment on se sauve nous-mêmes? Oui. Là, il y a un choix, et je crains que nos gouvernants, mais au niveau européen et américain, ne voulant pas regarder les faits, se disent on va poursuivre. Bien. Et poursuivre, ça veut dire de garder cet indicateur qui est devenu toxique de la croissance, au lieu de parler de l'activité économique. Alors c'est quoi le vrai indicateur? Pour moi, le vrai indicateur n'est plus ce taux de croissance qui est artificiellement obtenu, c'est le taux d'emploi. C'est lui. Et quand je parle d'emploi, c'est dans cette connotation comptable des équivalents temps plein, des ETP. D'accord ? Bien. Alors, un ETP doit être quelqu'un qui vit honorablement de son travail. Cette situation a été obtenue grâce à la prospérité, qui ne s'appelait pas la croissance, grâce à la prospérité pendant 200 ans, et grâce aux luttes pour obtenir une part du gâteau. Aux luttes sociales. Aux luttes sociales, etc. Mais on est loin du compte aujourd'hui. Mais on est très très loin du compte. Ouais. Et il y a un statisticien américain qui dit... moi, je reprends les chiffres du chômage américain sur la base des agrégats d'avant 1990. Et sur cette base-là, et il a sur son site à peu près 100 000 personnes qui le suivent, on n'est pas à 5% de taux de chômage, on est à 25% de taux de chômage aux États-Unis. C'est ça ce qu'il appelle le halo du chômage. Alors, enfin, oui, le halo est un terme qui a été défini par un démographe français. Mais j'aime bien cette notion, parce que c'est une notion... Alors c'est quoi ces 25% de chômeurs, justement? En fait, dans ces 25%, vous avez quoi? Vous avez les gens qui sont en fait des découragés.
ceux dont on parle qui ont une fatigue démocratique. Bien. Parce que la vie de la cité ne les intéresse plus. Ils se considèrent comme étant exclus. Donc là-dedans, vous avez un assemblage, on mélange des prunes et des bananes. Vous avez des gens qui sont devenus invalides pour des raisons de santé. Vous avez des gens qui se sont mis en marge du système. Donc ils sont même plus sur les listes de chômage. Ils sont même plus sur les listes électorales. Ils sont oubliés, etc. Vous avez des gens à qui on a dit non, mais arrêtez d'être l'employé de quelqu'un, devenez votre auto-entrepreneur. Et là, vous avez des centaines de milliers, pour ne pas dire de millions de gens sur Terre qui se sont dit « Ah oui, il a raison, je ne vais plus dépendre d'un patron, je vais dépendre de moi-même. » Bon, ces gens-là sortent des chiffres, mais en réalité, ils sont dans la souffrance. Ils sont aujourd'hui dans la souffrance. Et ils vont l'être davantage. Pourquoi ? Mais c'est que l'idée que c'était cette soi-disant croissance qui allait générer des emplois, on n'a pas eu ce courage de se dire non, c'est fini. Hein, vous dites, ça ne peut plus être aujourd'hui la croissance qui crée des emplois. Non, et vous savez pour alors que c'est le dogme. Oui, mais je sais, mais parce que la vérité révélée. Non, mais attendez, mais il y a un débat en ce moment entre les techno-optimistes et les techno-sceptiques. Ouais. C'est quoi ? Et je suis entouré de techno-optimistes et que moi je suis devenu un techno-sceptique. C'est que quand on me parle d'intelligence artificielle, de robotique, de numérisation, de digitalisation, mais tous mes clients patrons de PME et de TI, bien sûr qu'ils sont déjà numérisés, digitalisés, etc. Mais ils ne créent pas de la croissance de richesse avec ça. Or, aujourd'hui, quand Madeleine disait il y a 2-3 ans, nous sommes au pied d'un Everest de productivité. Mais je dis, monsieur le ministre, venez avec moi dans le TGV de 6h15 demain pour Laval, Douai ou Périgueux, et vous allez voir sur le terrain que ça n'existe pas. Donc, il faut remplacer, mais c'est gigantesque, hein, il faut remplacer ce dogme que sans rien faire, la science et la technologie va créer de la richesse. C'est pour ça que je parlais de la parthénogénèse ou de la création de richesse spontanée. Ça n'existe pas. Il faut qu'il y ait, certes, une idée, certes, de la techno, mais un homme ou une femme qui travaille à produire un bien ou un service. Et vous le dites magnifiquement dans votre livre, et moi ça m'a frappé parce que quand on va dans les aéroports et ailleurs on le voit, vous dites... Les nouveaux entrepreneurs innovateurs, glorifiés par les néo-progressistes, transforment à son insu le consommateur en travaillant astreint et non rémunéré. Et vous ajoutez, écoutez bien, parce qu'on l'a tous vécu ça, il est désormais contraint, ce consommateur, de faire ses déclarations, d'imprimer ses billets et d'enregistrer ses bagages, de scanner ses achats, de construire ses meubles et de vendre son intimité en échange d'un profit additionnel pour ses fournisseurs, bien sûr, pas pour lui. Il retourne béatement à la case de la servitude volontaire décrite par la Boétie, dont le progrès l'avait libéré. Ouais, c'est ça. Absolument. Donc, en fait, le démocrate que vous invitez et que je souhaite incarner dit soit vous vous laissez filer au fil de l'eau sur le fait que notre ministre a raison en disant la croissance va rembourser la dette. Mais j'ai envie de taper sur la table et de m'insurger. Enfin, je ne sais pas, j'ai envie, je m'insurge. Oui. Comment osez-vous dire que la croissance va rembourser la dette, puisque les deux sont, comment dirais-je, consubstantielles. Oui. Elles sont indissociables. Elles sont indissociables depuis 50 ans. Donc ne venez pas me dire que c'est par des start-up innovantes, etc., que l'on va changer le système. Ce n'est pas vrai. Donc, il faut que l'indicateur chéri, caressé de tous et par tous, soit l'emploi. Si on ne change pas drastiquement cette façon de voir la vie collective et de l'entreprise, bien sûr, alors on va avoir des lendemains qui pleurent. Et ça a déjà commencé, ces lendemains qui déchantent. On va en parler avec les auditeurs de Sud Radio. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions à vous poser, en tout cas de commentaires. Alain ?
Oui, on va en parler dans quelques instants avec nos auditeurs qui sont déjà là et qui attendent. Mais juste avant une petite pause de pub et on revient tout de suite avec notre invité pour le face-à-face du jour. Raphaël Rossello, banquier d'affaires auprès de PME, auteur de Demain aux éditions Mareuil. Et vos questions, réactions au 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses Eh bien, états. nous aimons nos auditeurs qui sont toujours là et très, très, très nombreux. Alors, Gérald de Montpellier, notre premier auditeur du jour. Bonjour Gérald. bonjour Gérald. Oui, bonjour à tous. On vous écoute, Gérald. Alors, j'avais une question, enfin deux en particulier, c'est très simple. La première, vu que nous sommes actuellement avec un euro qui est en dessous du dollar, une récession dont la courbe ne fait que descendre, une inflation dont je ne sais pas comment on va arriver à monter et une crise énergétique qui arrive cet hiver, comment pensez-vous qu'on peut arriver aujourd'hui à s'en sortir? Quelles sont réellement, mais sans langue de bois, les solutions qu'il faut faire pour revenir à un point où on était vraiment au plus haut et on vivait dans l'abondance, entre guillemets. Et la seconde chose, comment peut-on faire si on a de l'épargne actuellement? Quand j'entends de l'épargne, au-delà de 20 000 euros, est-ce que comment on peut diversifier son argent? Est-ce qu'investir dans l'or, investir dans l'immobilier ou ailleurs, sortir en quelque sorte son argent des banques? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui? Deux questions. Alors, monsieur le banquier, donc Gérard, première chose, effectivement, inflation, crise, etc. On peut en sortir ou c'est trop tard, docteur? Et puis, bon, l'épargne, ça, je pense que beaucoup de gens partagent les préoccupations de Gérald. Ok. Écoutez, bonjour, merci de poser cette double question. Sur la première, vous avez demandé à ce que je n'ai pas de langue de bois. Aujourd'hui, comment dirais-je, il n'y a pas de solution pour revenir en arrière, ça c'est clair. Donc, le niveau de prospérité que vos parents, grands-parents et arrière-grands-parents ont connu n'est pas pour demain. Ça c'est clair. Maintenant, comment on s'en sort? Alors, on s'en sort de la façon suivante. D'abord, il faut, je dirais, réduire ses attentes. Et je sais qu'en disant ça, c'est extrêmement difficile parce que vous êtes vous-même avec une famille ou avec des amis ou avec des copains, des copines, enfin bref, vous êtes dans une communauté et que cette communauté, pendant les années qui viennent de s'écouler, avait vécu en vous disant, c'est l'exemple que je donne toujours, quand je rentre chez moi, j'ouvre mon robinet, il y a de l'eau courante. Bon. Eh bien, cette simple commodité que vous considérez, que nous considérons tous comme une évidence, comme la moindre des choses, n'est pas quelque chose qui est acquis pour l'éternité. Et que, à partir du moment où vous allez rentrer dès ce soir en savourant le fait que vous avez de l'eau courante et de l'eau chaude, que vous avez du courant, que vous avez un minimum de soins, d'enseignement, etc. Le frigo, l'électricité, etc. Nous sommes, au niveau de la planète, nous sommes des privilégiés. Bien. Alors, facile à dire, pas facile à faire, parce qu'il faut dire à son compagnon ou à sa compagne ou à ses enfants, écoute, tu voulais changer de cartable, tu voulais avoir un nouvel écran, tu voulais qu'on parte une semaine au ski cet été, cet hiver, écoute, mon chéri, ma chérie, il va peut-être falloir qu'on attende, effectivement, qu'il y ait des jours meilleurs. Donc, dans l'ultra immédiat, j'ai deux conseils. Essayez de regarder, en prenant une feuille de papier, quels sont les éléments incontournables de votre vie. Bien. La deuxième chose, c'est que si vous avez de l'épargne, alors là, je vais faire très attention, parce que je n'ai jamais été un gérant de portefeuille, dans la mesure où je n'ai pas le droit, surtout de façon audio portée, de vous donner des recommandations. Par contre, il y a un principe simple. Quel est le risque
en dehors du risque effectivement de l'emploi, etc., dont je viens de parler. C'est le risque d'illiquidité de vos actifs. Et là, il va y avoir... Illiquidité. Illiquidité, c'est-à-dire que vous avez par exemple des parts d'assurance vie. Aujourd'hui, si vous demandez à votre banquier de prélever dessus 10 000 euros ou peu importe, il vous le fait, ça prend 15 jours, etc. Bon. Moi, j'ai vécu une deuxième bulle et une deuxième crise qui était celle des subprimes, où j'avais en face de moi un banquier, je peux le dire, de la BNP, qui le front ruisselait, il avait 50 ans, et il disait « Mais Raphaël, est-ce que tu réalises que ce matin, la Société Générale, le Crédit Agricole et la BNP ne se prêtent plus 1 euro. Tout s'arrête, tout se bloque. » Alors, ça a été débloqué quelques heures après, mais c'est simplement pour vous donner le sentiment de ce qui peut être rendu liquide. Donc, faites vos précautions. Il n'y a pas le feu aujourd'hui à la maison. Le feu risque d'arriver. Il n'est pas à la maison aujourd'hui. Mais surtout, calibrez votre futur immédiat selon un scénario dur. Pour moi, le vrai optimiste n'est pas le ravi de la crèche qui dit « demain, il n'y a pas de problème ». Le vrai optimiste que je veux incarner auprès de vous, c'est de dire « demain, il y a un problème, mais je trouverai la solution ». Et cette solution, elle part toujours par dans quelle situation, à minimum, je peux m'en sortir. Voilà, et qu'est-ce qui est incontournable. Merci Gérald, merci Raphaël. Ala. Et bonjour Romain de Bordeaux. Bonjour Romain. Oui, bonjour madame, bonjour monsieur Berkov, bonjour monsieur Rossello. Ma question est la suivante, je me demandais si la croissance perpétuelle n'est pas un leurre dans la mesure où la consommation ne peut croître de manière infinie. C'est-à-dire, je m'explique avec un exemple précis, les gens qui achètent un réfrigérateur, ils vont peut-être en acheter 2, mais au bout d'un moment, ils arrêtent, ils vont pas en avoir 3, 4, 5, voilà. Question parallèle, est-ce que vous faites une distinction finalement entre la notion de prospérité et la notion de croissance? Est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre ces deux notions? Merci de me poser cette question. Elle est au cœur de mon procès verbal et de la croisade que je commence avec vous aujourd'hui. En fait, on nous a imposé, quand je dis nous, on est tous solidaires dans cette histoire, on nous a imposé ce concept, ce baromètre, cette boussole de la croissance qui s'est substitué dans les années 1960-70 à un principe beaucoup plus large qui était la prospérité. La prospérité, je la définirais comme Victor Hugo souhaitait le faire, ou le faisait, c'est-à-dire de permettre aux êtres d'avoir une vie digne. Cette dignité, vos parents, vos grands-parents l'ont majoritairement connue en Occident, avec un taux de réduction des inégalités qui a atteint son minimum dans les années 60-70. Et on est reparti... Son maximum, vous voulez dire? Son maximum, oui, absolument. Oui, c'est ça. On est reparti dans le sens inverse. Car en réalité, je répète, s'il n'y avait pas une augmentation de l'endettement chaque année depuis 50 ans, nous aurions été en récession. C'est ce truc sur lequel je suis tombé il y a 10 ans, et il m'a fallu 10 ans pour assimiler cette monstruosité. Donc, la prospérité, c'est ce qui doit vous permettre de vivre dignement, et pour moi, cet objectif n'est pas nécessairement corrélé à une croissance dont, on a la preuve par l'endettement qu'elle n'était justement pas perpétuelle. Et 2, vous avez raison, pour des raisons à la fois écologiques et humaines, on ne peut pas se nourrir 10 fois par jour. D'accord ? Absolument. Hala, merci. Oui. Hala, un autre... Et c'est Miklos de Paris. Bonjour Miklos. Oui, bonjour. Bonjour messieurs. Oui, c'était pour vous dire que si je comprends bien, nous sommes en décroissance. Donc depuis des décennies. Alors, justement, je vous coupe parce que je n'aime pas le mot de décroissance. Je n'aime pas ce mot de décroissance.
Le mot de décroissance est un choix politique et social que je respecte en tant que choix, mais qui n'est pas l'option que j'ai. L'option que j'ai, c'est de gérer l'état de récession chronique dans laquelle nous sommes. Donc, mon argumentaire, si je devais faire un jour de la politique, mais il est trop tard pour moi, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais non, je ne vous vends pas la décroissance. Je constate simplement que le modèle dans lequel vous êtes un agent économique, je suis un agent économique, vit sur un leurre qui depuis est 60 celui ans. Depuis 50 ans, oui. qui est celui de cette entre guillemets croissance. Mais non, ce n'est pas la décroissance. La décroissance voudrait dire que vous savez, c'est l'image un petit peu caricaturale, on revient à la bougie, à la calèche, etc. Non, j'aime la modernité, j'aime le progrès scientifique et médical dont nous pouvons profiter. Tout ça, c'est bien. Et tout ça, justement, nous pouvons l'avoir avec des niches de croissance. Mais dans la globalité, macroéconomiquement, nous sommes effectivement en récession cachée. Et c'est vraiment le problème. Mais je voudrais terminer juste sur la folie ambiante. Dans votre livre, Raphaël Rossello, vous interrogez vos confrères new-yorkais et l'un d'eux vous répond par une petite fable. Écoutez-la, elle est très belle. Ma voisine a vendu hier son petit chat pour 20 millions de dollars. A-t-elle réellement perçu 20 millions de dollars ? Oui, me répond-il. Elle a reçu en paiement deux petits chiens de 10 millions de dollars chacun. Ouais. Voilà. That is the réponse. Histoire vécue à la fin de 2001 à New York. Merci beaucoup Raphaël Rossello d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes banquier d'affaires auprès de PME et auteur de Demain aux éditions Mareuil. Bercoff dans tous ses états, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 12h30 pour un face-à-face qui tombe à pic avec l'ancien juge d'instruction et avocat au barreau de Paris, Hervé Lehmann. Il publie Soyez partiaux, itinéraire de la gauche judiciaire aux éditions du CERF. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Brigitte Lahaye et son invité Daniel Ballesteros pour faire le bilan de vos amours d'été et analyser les sentiments contradictoires qu'ils peuvent vous procurer. Bon après-midi sur Sud Radio.